Bienvenue sur le podcast Le Switch, c'est la pastille, vous êtes avec Stéphane. Je vous propose de partager ensemble nos challenges, car il y a fort à parier que vous n'êtes pas si seul que vous le croyez. Je pense que vous pourrez trouver dans ces pastilles des réponses ou des pistes à certaines de vos interrogations, et juste pour ça, ça vaut le coup de se poser. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui, c'est comment gérer les attentes des clients sans se faire déborder quand on commence. La gestion des clients, c'est quand même un vrai sujet, surtout lorsque l'on est au début de la société, on est bien d'accord. Mais les clients qui sont vraiment très demandeurs, qui en demandent plus qu'ils ne le devraient, du genre à se dire, et à raison, qui ne demande rien à rien, à trouver que c'est toujours trop cher, vouloir vous avoir en exclu alors que le projet c'est de vous développer, ou bosser directement avec vos freelanceurs, sans vous évidemment. Est-ce qu'on en parle ? En début de projet, nous sommes souvent dans une situation où nous cherchons des clients. Nous sommes contents de les avoir convaincus de la qualité de notre offre et de notre travail. Ils nous font confiance et nous souhaitons clairement honorer nos engagements et même dépasser leurs attentes. Mais à partir de quand les attentes de ces derniers deviennent too much ? Jusqu'où devons-nous ou pouvons-nous aller ? Aujourd'hui, je vais partager 3 points à considérer dans votre prise de décision lorsque vous faites face à ce genre de situation. Premier point, prendre en compte les attentes de vos clients. Des fois, nous pouvons avoir une impression, penser que les attentes de la personne en face de nous sont à un endroit, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Parlez avec votre client et essayez de comprendre ce que la personne veut en réalité. Parce qu'en réalité, on peut vous présenter un symptôme plutôt qu'une cause. En somme, ayez une écoute active de ce que votre client demande. Avez-vous déjà entendu parler de la théorie du cycle d'achat ? En microéconomie, cette théorie développée par Franco Modigliani décrit comment un individu choisit son niveau de consommation tout au long de sa vie. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle ici ? Eh bien, je vous en parle parce que le cycle d'achat, il est également connu sous le nom de processus d'achat. Il décrit les étapes qu'un consommateur traverse lorsqu'il effectue un achat. Qu'est-ce qui l'amène à prendre la décision ? Donc voici une description des différentes étapes du cycle d'achat. Il y en a 4 principales. Il y a celle du besoin, celle de l'apprentissage, celle de l'achat et celle de la valeur. Donc on va essayer d'aller un peu plus loin pour bien vous expliquer le mécanisme qui s'enclenche chez l'acheteur, donc quand vous êtes en train de convaincre votre client. Comment est-ce que le client se décide à acheter votre service ou votre produit en particulier ? Donc la première phase dont on parlait, c'était la phase du besoin. Ça va consister pour le client à reconnaître qu'il a un besoin, un mécontentement, un besoin de changement par rapport à la situation courante. Ensuite, il va chercher à en savoir plus, donc ça c'est la phase d'apprentissage. Il va rechercher des informations. Cela peut impliquer la collection d'informations en ligne, la lecture de critiques, la consultation de sources d'informations fiables ou le recueil de recommandations d'amis ou de proches. Ensuite, le consommateur va évaluer les options. L'objectif c'est de réduire le nombre d'options qu'il a réussi à collecter pour se concentrer sur les plus appropriées. Et donc pour faire ça, il va évaluer leurs caractéristiques, les avantages, les inconvénients, le prix et les critères qui vont être pertinents pour lui. Après, on arrive à la 3e phase, qui est la phase d'achat. Donc là, il va prendre sa décision. Donc, cette décision, elle va aller dans le sens de ce qui correspond le mieux à son besoin. Donc cela implique d'avoir comparé les prix, les marques, les caractéristiques et les autres facteurs qui lui parlent à lui. Par la suite, il achète, on a l'acte d'achat, l'acheteur effectue réellement l'achat en procédant au paiement et à la transaction. Et ce qui arrive par la suite, la dernière phase, celle de la valeur, et là c'est ce qui arrive post-achat. L'acheteur va évaluer sa satisfaction. Et pour le faire, il va se poser des questions telles que le produit correspond-il à mes attentes ? Est-ce que j'en suis satisfait ? Cette évaluation peut influencer les décisions d'achat futures et la fidélité à la marque, et ça, c'est ce que l'on cherche. Il est important de noter que ce cycle d'achat peut varier en fonction du type de produit ou de service. Pour ce qui est du post-achat, lorsque l'on est dans la phase de la valeur, comme disait Bill Gates, ce sont vos clients les moins contents qui constituent pour vous la plus grande source d'apprentissage. Donc, ceux qui sont satisfaits, gardez une bonne relation avec eux, et pour ceux qui ne le sont pas, faites-en autant. Et surtout, essayez de comprendre ce qu'ils n'ont pas apprécié pour pouvoir vous améliorer. Le 2e point à considérer, c'est comprendre votre valeur et connaître votre compétition. Donc là, clairement, on est en train de parler de l'étude comparative, de l'étude de marché, celle qui permet de se sentir à l'aise avec sa proposition et de connaître ses compétiteurs, comprendre la valeur de ce que l'on propose pour pouvoir proposer un prix qui va être en ligne avec ce que l'on vend. Ça, c'est la phase que la plupart des entrepreneurs, surtout au début,
n'aime pas beaucoup approfondir, mais elle a souvent l'effet d'un boomerang que l'on se reprend en pleine tête et en réalité, on n'a pas vraiment le choix que de s'arrêter dessus. Pour plusieurs raisons. La première, où est votre compétition? Qui sont-ils? Franchement, j'ai même tendance à dire que si tu vends des glaces, fais le tour des glaciers autour de chez toi et partout. Compare, goûte, vois ce que tu trouves bon et ce que tu ne trouves pas bon. Demande-toi pourquoi, vois ce que tu aimes chez les autres glaciers et ce que franchement tu ne veux absolument pas chez toi. Regarde les critiques que font les gens, demande les avis de clients quand tu es sur place. En gros, comprends ton marché, comprends tes clients. Connais la compétition car comme on l'a vu avant, les clients vont faire la même chose, ils vont comparer. L'avantage de l'étude comparative est de pouvoir connaître sa valeur, du moins de mettre en avant la perception que l'on peut en avoir et celle que les clients peuvent en avoir. J'ai fait l'expérience d'une cliente qui, en travaillant sur l'étude de marché, a complètement vrillé et a refermé le dossier, rattrapé par le syndrome de l'imposteur, considérant que les autres proposaient tellement de choses, tellement bien, que dis-je, tellement mieux, tellement énorme, qu'elle n'était pas à la hauteur de la tâche, et que c'était tout simplement une erreur. Voilà, rideau. Alors, nous ferons bien sûr une petite pastille sur notre grand ami le syndrome de l'imposteur, bien connu des entrepreneurs, mais je dois avouer que sa réaction a été tellement forte que j'ai dû faire un petit pas en arrière pour être sûr de bien comprendre et surtout de ne pas minimiser son ressenti. D'une part, la raison pour laquelle on fait cela, c'est pour mettre en valeur votre offre et pas pour la minimiser. L'idée, c'est d'être honnête avec soi-même et avec les autres pour que ce soit juste pour vous, mais aussi pour le client et que vous soyez à l'aise avec ça et la stratégie que vous mettez en place. L'idée de l'étude comparative, c'est de vous comparer, mais pas de vous mettre dans une situation où vous vous sentez carrément en dessous de tout. Après tout, il s'agit d'un accord pour l'un de vendre et pour l'autre d'acheter et à un prix qui aura été convenu. Souvent, lorsque l'on commence, on a tendance à minimiser la valeur de son temps de travail. Le pire, c'est qu'en plus, c'est une activité que vous aimez vraiment faire. Et là, comment valoriser quelque chose que vous feriez même en n'étant pas payé? Que ce soit monter un meuble Ikea ou donner des conseils cuisine, business ou macramé, connaissez votre valeur car en réalité, l'argent que vous générez est pour votre entreprise comme l'essence de votre voiture. Si vous êtes à sec, c'est l'arrêt. Donc, faites régulièrement le plein. Et surtout, d'un point de vue humain autant que business, ne vous dévalorisez pas. Une fois encore, cette question de valeur pour l'entrepreneur, lorsque l'on sait que l'entrepreneuriat c'est l'école de la résilience, c'est un vrai challenge. Il ne faut en aucun cas le sous-estimer, ni vous sous-estimer par la même occasion, car cela crée des situations préjudiciables pour vous, mais aussi pour vos clients. Ce qui m'amène tout droit au dernier point, ne faites pas les choses au détriment de votre business. Malgré le fait que ce soit peut-être vos premiers clients et que bien sûr ils sont importants, il peut arriver que les attentes de certains clients dépassent ce que vous pouvez raisonnablement offrir, donc soyez prêts à dire non. De manière professionnelle et courtoise, lorsque vous êtes confronté à des demandes irréalisables ou non alignées avec vos offres, offrez des alternatives lorsque c'est possible, mais ne vous laissez pas déborder. Ici, je pense que c'est plus pertinent d'illustrer le propos. J'ai une connaissance avec laquelle nous faisons partie du même groupe d'entrepreneurs. J'avais eu l'occasion d'organiser un événement dans le cadre de ce groupe, cela s'était très bien passé et avait amené à ce que cette personne me recommande à d'autres entrepreneurs avant de venir me voir pour solliciter mes services ou du moins me demander de l'aide. Le cadre est important parce qu'il a largement contribué à ma réaction et à ma réponse. Après avoir discuté avec elle, évalué le besoin, je lui propose de l'aider à organiser et structurer son offre. La transparence étant pour moi très importante, je fais part à mes clients de ce que je fais et de ce que je ne fais pas pour que chacun récupère le mérite de ses actions et les responsabilités également. Nous faisons donc nos diagnostics, mes partenaires et moi, et je propose à ma potentielle cliente une offre prenant en compte le marketing et le web design de mes partenaires et ma partie gestion de projet. La réponse de la cliente a été « Si cela ne te dérange pas, je vais aller au moins cher et travailler uniquement sur le web design avec ton partenaire mais directement. » C'est là que le contexte dont je parlais précédemment prend tout son sens, puisqu'à ce moment-là, je ne suis pas satisfaite de sa réponse, ni de la situation, je ne veux pas être l'empêcheur de tourner en rond, donc je lui dis « Bien sûr, pas de problème, je vous mets en contact. » Pour la faire courte, la relation de travail s'est super mal passée, la relation entre les deux, quand ils sont revenus vers nous, était au stade où ils ne voulaient plus se parler. Nous nous sommes retrouvés avec mon équipe à faire le tampon entre les deux pour nous assurer que le prestataire allait finir le travail.
Résultat, nous avons bien dû faire la gestion de projet, que je qualifierais de gestion de crise puisqu'il s'agissait d'éteindre le feu, mais en n'étant pas payés car nous étions en train de vouloir sauver notre relation client, puisqu'évidemment, lorsque la situation a commencé à dépérir, c'est vers nous qu'elle est revenue. Au final, on a fini avec une cliente mécontente, même si techniquement, elle n'avait jamais en réalité été notre cliente. De fait, elle ne nous recommandera pas sur la base de l'expérience qu'elle a vécue avec nous, elle n'avait même pas utilisé nos services. Je rappelle qu'elle nous avait retiré de la boucle dès le début. Le service que nous proposions au départ pour éviter ce type de situation était justement d'assurer un suivi en cas de problème. C'est suite à cet incident que j'ai retiré de mes offres la possibilité de le faire sans nous. Car c'est bien l'intérêt de l'offre. C'est comme une recette de cuisine. Si tu enlèves un des ingrédients essentiels, c'est pas pareil. T'as déjà essayé de faire une quiche au roquefort sans les œufs? Ou sans le roquefort? Du coup, cela m'a permis de trouver cette limite, car au final, cela a impacté ma relation client, cela dessert mon business, alors que déjà au départ, je ne trouvais pas la situation juste à mon égard. Donc il faut savoir dire non, surtout lorsque cela va au risque d'impacter votre business. Pour résumer, comment gérer ses clients sans se faire déborder lorsque l'on commence? Prendre en compte les attentes des clients, ensuite comprendre la valeur et connaître la compétition, puis ne pas prendre de décision au détriment de son business, être prêt à dire non. Quelques questions utiles pour vous donner des pistes à creuser. Quelles sont les attentes réalistes que je peux offrir à mes clients? Suis-je transparent et clair dans ma communication avec mes clients? Ai-je une gestion efficace des délais et des attentes de mes clients? Est-ce que je suis prêt à dire non lorsque c'est nécessaire? Est-ce que je comprends bien le besoin de mes clients? Et enfin, solliciter activement les commentaires et les retours des clients. Voilà, c'est la fin de l'épisode. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et retours en message sur mon compte Insta Stéphane_le switch en un mot, Stéphane_le switch en un mot, ou sur le site catalyseurmedia.com, catalyseurmedia.com.